Bonjour, je sais que vous étiez très impatients. Voici la deuxième partie de notre cours sur les espaces productifs en France. Donc nous allons aborder aujourd'hui les espaces de production à dominante industrielle. On commence par l'étude de cas que nous avons fait en classe ensemble. Nous avons fait une étude du site de Florange, un site industriel qui subit une très forte concurrence mondiale, un site industriel que l'on peut qualifier d'en crise, et un site industriel qui a dû s'adapter donc aux nécessités du temps. Alors, un petit bilan sur cette étude de cas que nous avons fait tous ensemble en classe. Elle nous a permis de tirer plusieurs conclusions que l'on peut appliquer à d'autres espaces industriels en France. Première conclusion, c'est que un site industriel est implanté à un endroit où il a de nombreux atouts. Et le site de Florange avait de nombreux atouts. Par le passé, les atouts étaient sa localisation sur un endroit où il y a des ressources. Pour Florange, la proximité du charbon et la proximité éventuellement d'un minerai de fer. Puis avec le temps, les atouts du site industriel de Florange sont ceux de l'intégration à l'axe européen. Puisque Florange doit se reconvertir, il doit faire face à la concurrence. Et le fait que le site soit à proximité de la grande dorsale européenne, je vous rappelle que c'est cet axe qui va de Londres à Milan, la dorsale européenne, la banane bleue de Roger Brunet, vous connaissez ça, eh bien, est devenu aussi un atout pour le site de Florange. Deuxième conclusion que nous avons tirée, c'est que les espaces industriels français peuvent connaître certaines limites. La limite du site de Florange, c'était la concurrence étrangère, et notamment la concurrence asiatique, puisque de nos jours, près de 65% de l'acier produit dans le monde est produit en Asie. Donc une concurrence bien difficile pour un site français comme Florange. Ensuite, nous avons vu que des acteurs privés et des acteurs publics intervenaient sur le site industriel de Florange. L'État est intervenu beaucoup. Si vous avez suivi l'actualité depuis ces 2 dernières années, vous avez bien pu remarquer que l'État s'est fortement impliqué dans le cas de l'usine de Florange. Mais il y a aussi les universités, les laboratoires de recherche, notamment pour la reconversion éventuelle du site de Florange, et puis la ville, bien entendu, qui essaye de préserver les emplois de son bassin. On a vu aussi que les espaces industriels connaissaient des transformations, des mutations au cours du temps. Le site de Florange en est vraiment l'exemple. À Florange, au début, on avait un site qui produit de l'acier, donc qui s'intéresse au charbon, au minerai de fer, et puis on a un site maintenant qui est en reconversion, et qu'on a une reconversion qui est possible vers les hautes technologies, parce que c'est un des secteurs les plus dynamiques du secteur secondaire actuellement. Donc à partir de tout ça, on va maintenant faire la mise en perspective dans le grand B. Vous pouvez noter B, quelles sont les nouvelles dynamiques pour les espaces industriels en France dans le cadre de la mondialisation. On constate tout d'abord qu'il y a différents types d'espaces productifs. Florange, comme vous le voyez sur cette flèche, se situe dans la zone rose. Rose, c'est les régions industrielles anciennes et en crise. On l'avait deviné pour Florange. Et en reconversion, ça aussi, on l'avait identifié. Vous voyez que ces espaces, ils sont au nord de la France, énormément, à Lyon, ici, puis il y a d'autres petits foyers ici. Mais on remarque qu'il y a d'autres espaces industriels. Regardez, il y a aussi des régions industrielles récentes et dynamiques. C'est les nouvelles régions industrielles. Ah, mais on a aussi des régions industrielles qui sont anciennes et qui sont quand même dynamiques. Donc on a aussi un passé industriel qui continue à bien se porter en France. Et puis on remarque aussi des zones industrielles ou portuaires qui sont anciennes. Vous connaissez ça très bien grâce au programme de 4e. Et vous avez des principaux technopoles et des centrales nucléaires, ou des lieux de production énergétique avec les zones de production d'hydroélectricité. On a donc différents types d'espaces industriels en France. On va partir de petits chiffres généraux sur le poids de l'industrie en France. Vous remarquez avec ce graphique ici que dans l'emploi, les emplois industriels chutent énormément. Effectivement, seulement 14% des emplois en France sont occupés par le secteur industriel. Et dans le PIB, le produit intérieur brut, eh bien, vous le voyez ici, regardez le poids de l'industrie, la France c'est cette courbe ici. Le poids de l'industrie ne fait que baisser depuis les années 90 dans notre PIB français. Pourtant, la France reste quand même la 7e puissance industrielle mondiale et elle est la 4e puissance industrielle d'Europe, grâce notamment à de nombreuses FTN, donc les firmes transnationales. Nous avons en France des firmes transnationales puissantes. Vous avez ici Total, AXA, BNP Paribas dans les banques. Moi, je vous ai aussi mis L'Oréal, Michelin. Vous les avez ici, regardez, les pneus Michelin, les produits L'Oréal que vous retrouvez facilement, même aux États-Unis par exemple. Et puis bien sûr, LVMH, comment ne pas en parler, des marques que vous connaissez bien. Les espaces industriels français ont connu de nombreuses mutations qui sont liées en fait à l'histoire de l'évolution de l'industrie en Europe. Premièrement,
on remonte au 19e siècle. Les premières industries au 19e siècle apparaissent près des mines de charbon et près des ressources parce qu'elles sont déterminantes. Vous voyez bien ici que dès qu'on a un bassin de charbon, autour, on a une région industrielle. C'est le cas en France, mais c'est aussi le cas, regardez, en Allemagne, c'est aussi le cas ici en Grande-Bretagne. Et je vous ai mis une petite image d'une mine au 19e siècle en France, où on voit bien le charbon autour. Ensuite, on a connu un autre développement, c'est que le pétrole est devenu une énergie primordiale au XXe siècle, et le développement de l'économie mondialisée, notamment après la Première Guerre mondiale, a permis le développement des zones industrialo-portuaires. On a Le Havre, on a Dunkerque, vous voyez, il y en a plusieurs ici. Vous les avez étudiés dans votre programme de 4e. Vous les reverrez d'ailleurs en première. Donc on a aussi des espaces centralisés autour de ces zones industrialo-portuaires. Aujourd'hui, ces espaces sont plus ou moins en déclin, tous ceux qu'on vient d'évoquer. Alors les raisons de ce déclin, je ne les ai pas notées dans le PowerPoint, mais peut-être c'est intéressant pour vous de les noter. On a premièrement la concurrence mondiale qui s'est mise en place, la concurrence des autres pays d'Europe, mais maintenant plus fortement la concurrence des pays asiatiques. Puis on a eu aussi la concurrence des États-Unis pour certaines ressources à un moment. On l'a développé avec, par exemple, l'acier. 65% de l'acier mondial est maintenant un acier fabriqué en Asie. Donc la France a du mal à rester compétitive dans ce domaine-là. Et c'est lié notamment au fait que la main-d'œuvre est bien moins chère dans les pays asiatiques que dans les pays en développement en général. On a aussi la robotisation qui a transformé les processus de production industrielle et a baissé du coup le nombre d'emplois nécessaires. Et puis il y a aussi tout simplement la mutation de la culture, les changements de nos modes de consommation qui nous font privilégier des produits de haute technologie par rapport à des produits d'industrie ancienne. Alors, du coup, la reconversion s'est mise en place à cause de tous ces facteurs qui ont amené l'industrie en crise. Et cette reconversion, elle se fait vers les hautes technologies, parce que les hautes technologies nous permettent de rester compétitifs. Alors, la haute technologie, elle se signale ici sur la carte avec les principaux technopoles. Qu'est-ce que c'est un technopole? Excusez-moi, c'est coupé. Ce sont des sites qui réunissent des industries, donc des usines, mais aussi des universités de recherche et en même temps des laboratoires. Parce qu'avoir les trois au même endroit permet d'avoir de jeunes diplômés qui sortent de l'université, qui vont peut-être développer dans les laboratoires des nouveaux brevets, des nouveaux produits, qui seront ensuite directement appliqués et utilisés dans la production, dans les industries. Donc la proximité de tout ça permet d'être à la pointe de l'innovation toujours, et de repérer aussi les grands talents. C'est ce que l'on a aux États-Unis dans la Silicon Valley. Donc on a plusieurs des technopoles en France. Ces technopoles, en fait, montrent que les espaces industriels de nos jours ne sont plus liés aux ressources. On n'a plus besoin d'être à côté d'une mine de charbon. On est maintenant dans des nouveaux facteurs de localisation. Alors, qu'est-ce qui est important? Premièrement, être en périphérie des grandes villes, parce qu'on y trouve la main-d'œuvre qualifiée. Tous ces jeunes qui sortent des universités, ils sont dans les grandes villes. Ensuite, on se met proche des réseaux de communication, pour avoir comme ça des flux plus importants et plus pratiques. Donc il faut des aéroports, il faut une gare TGV, ou alors encore mieux un espace transfrontalier. Ensuite, ces espaces sont très souvent au sud, parce que là on privilégie des climats agréables, des cadres de vie intéressants pour les cadres qui travailleront dans les technopoles. C'est ce qu'on appelle l'héliotropisme. Et puis on a aussi des technopoles qui sont situés dans le nord, parce que ça permet de recréer de l'emploi. Par exemple, ici, vous voyez, autour de Strasbourg, à Lille, il y a un grand technopole à Lille. Parce que ça nous permet de recréer de l'emploi et recréer du dynamisme dans des régions qui sont industrielles en crise. Donc toutes les régions en rose clair sur la carte. Donc autrefois, on avait des matières qui déterminaient la localisation des entreprises, qui déterminaient la localisation des hommes. Et on se rend compte que de nos jours, on a la localisation des hommes qui détermine où est la main-d'œuvre qualifiée, qui détermine où les entreprises vont donc s'implanter, puisque maintenant, c'est plutôt les entreprises qui recherchent la main-d'œuvre. Donc, vous voyez qu'on a des nouveaux facteurs de localisation pour le secteur industriel en France. Quelles conclusions on peut tirer de notre étude des espaces industriels productifs français? Premièrement, que les effets de la mondialisation et de la compétitivité mondiale ont entraîné un éclatement des espaces productifs industriels sur le territoire français. Les hautes technologies se retrouvent partout, principalement à proximité des métropoles et des axes de communication, donc les pôles de compétitivité. Deuxième conclusion, c'est que l'évolution des espaces industriels sur le territoire français nous montre les effets de la concurrence mondiale, mais aussi de la pression environnementale que cela a exercée, de la pression sociale, le chômage par exemple, et que du coup, le développement durable est à prendre en compte dans le secteur industriel aussi, parce que ce sont des enjeux importants
pour le développement économique de notre pays dans l'avenir. Voilà, je vous laisse avec une autre étude de cas, un tableau sur l'industrie aéronautique en France, parce qu'on aurait très bien pu étudier l'aéronautique française et notamment faire une étude de cas sur Toulouse. Donc si vous voulez un contrepoint avec une activité industrielle qui est plutôt bien portante en France, contrairement à Florange qui était un espace industriel en crise, je vous laisse avec ces quelques chiffres que vous pouvez glaner. Il y a une troisième vidéo qui vous attend sur les espaces tertiaires. Merci, à bientôt.